Salut YouTube, deuxième partie de VOD des QAG du mercredi, question d'actualité au gouvernement. La séance au Sénat est sur le point de commencer. On va avoir une actualité assez chargée. On devrait parler écologie, on devrait parler environnement, on devrait parler outre-mer, de ce que je vois aussi sur le dérouleur. On va parler international, on va parler donc de plein de sujets différents. Et peut-être que le Sénat sera amené à rendre hommage à à la surveillante, pardon, assassinée hier au moment où on fait ce live dans un collège. Donc voilà, peut-être qu'on aura un moment de recueillement du Sénat. Oh, faut que je vous montre le son, sinon vous allez rien entendre. Tac, voilà. Et on y va. La séance est ouverte. Non, pas encore. Un peu de paperasse à faire. Il y a le pupitre. Je crois qu'on va rendre hommage. Je vais vous inviter à honorer l'hommage avec les sénateurs aussi. Coucou Saumon. C'est une surveillante de collège hier qui a été assassinée par un élève lors d'un contrôle de sac. Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous avons appris N'hésitez pas à me dire pour le son. hier le décès d'une assistante d'éducation poignardée par un élève du collège Françoise Dolto de Nogent en Haute-Marne. Je tiens au nom du Sénat à saluer sa mémoire et à témoigner de tout notre soutien à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté éducative frappée par ce drame. J'ai une pensée particulière pour nos collègues de Haute-Marne et plus particulièrement Anne-Marie Nédélec, maire honoraire de Nogent. Aucune forme de violence n'a sa place au sein de l'école de la République. Face à la multiplication de ces événements tragiques, nous devons agir collectivement pour renforcer la sécurité des élèves et du personnel qui les encadre afin que de tels drames ne puissent se reproduire. Chers collègues, c'est également avec une vive émotion que nous avons appris le décès de deux sapeurs-pompiers volontaires de l'Aisne, engagés sur un incendie à Laon. La disparition de ces deux pompiers âgés respectivement de 23 et 22 ans, dans l'exercice de leurs fonctions, rappelle le dévouement et l'engagement de tous ceux qui, au péril de leur vie, assurent la protection de nos concitoyens. Les questeurs et moi-même rendront à leur intention un hommage demain lors d'un déplacement dans le département de l'Aisne. Au nom du Sénat tout entier, je tenais à saluer leur mémoire et à adresser notre profonde sympathie à leurs familles et à leurs proches. Oui, pour tous trois, je vous propose d'observer une minute de silence. Je vous propose de vous joindre à cette minute de silence. Ça fait pas une minute, mais voilà. Bon, on va pouvoir y aller. Allez, on ouvre les QAG. Toutes mes condoléances pour les familles concernées. Notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Chacun sera et sur la chaîne Twitch de Saslil. À observer une des valeurs essentielles du Sénat, le respect, qu'il s'agisse du respect des uns ou des autres, et celui du temps de parole. Je donne immédiatement la parole au président Laurent Lafont pour le groupe de l'Union centriste. Président du groupe de l'Union centriste, donc les centristes qui ne sont pas macronistes. Et c'est François Bayrou qui lui répondra. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, hier matin, une jeune femme surveillante au collège Françoise Dolto à Nogent a été assassinée, poignardée par un adolescent de 14 ans. Elle s'appelait Mélanie, avait 31 ans et était maman d'un jeune garçon de 4 ans. Le président Larcher, en notre nom à tous, rendu hommage évidemment à travers cette question. Je me joins aussi à cet hommage. Le meurtre de Mélanie n'est
malheureusement pas un cas isolé. On ne compte plus, hélas, les homicides à l'arme blanche commis par des adolescents ou des jeunes adultes. On ne compte plus, hélas, leurs victimes. Elias, Lorraine, Thomas, Sékou, Inès, Mélanie, Enzo, ma crainte est d'en oublier. La multiplication de ces homicides montre que ce n'est pas un fait divers isolé, mais un fait de société, une vague qui n'en finit pas de monter et de nous submerger. Songeons que l'auteur du meurtre était inconnu des services de police et des justices, n'était pas suivi apparemment par des services sociaux ou médicaux, qu'il est passé en l'espace de quelques semaines d'une violence, j'allais dire, classique ou ordinaire entre adolescents au meurtre d'un adulte. Monsieur le Premier ministre, personne ici ne vous dira qu'il est facile de résoudre le défi qui nous est collectivement posé, celui d'une violence débridée qui touche une partie de notre jeunesse pour laquelle le monde virtuel des jeux vidéo et d'Internet se confond avec le monde réel, faisant sauter tous les verrous entre la violence imaginée et le passage à l'acte, entre la violence verbale et la violence physique la plus extrême. Mais Monsieur le Premier ministre, nous ne pouvons rester inactifs. Vous avez hier dressé quelques mesures. Pourriez-vous revenir cet après-midi sur deux questions que nous sommes nombreux à nous poser dans cet hémicycle ? Peut-on aller jusqu'à limiter, voire interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes ? Comment responsabiliser davantage les parents ? C'est pas Internet, c'est pas les jeux vidéo qui rendent violents, on le dira jamais assez. C'est ceux qui sont de base avec des risques de violence que ça extrapole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Laurent Lafont. Le Président du Sénat a dit il y a une minute à quel point l'événement qui est intervenu hier nous avait tous remplis d'effroi, et la ministre d'État Elisabeth Borne était hier avec les éducateurs et les parents de ce collège de Nogent en Haute-Marne. Ce collège, c'est celui d'une petite ville de 3500 habitants, et c'est un collège à taille familiale qui a 320 élèves. C'est dire que les clichés habituellement répandus sur la concentration de ces violences dans certains milieux urbains et sociaux sont là inopérants, et vous avez eu tout à fait raison de dire qu'il y avait un débordement qui se traduit dans les chiffres, puisque l'augmentation des homicides par des enfants mineurs a augmenté peut-être de 3 ou 4 fois sur la dernière décennie. Et c'est un souci qu'en effet je suis d'accord avec vous, nous ne pouvons pas éluder, on ne peut pas se contenter de déplorer. Alors il y a 3 directions à suivre. La première, c'est s'intéresser aux armes. Il n'est pas normal qu'une vague se développe de possession et de détention et de port d'armes de la part d'enfants mineurs et d'adolescents. Donc, moi, il me semblait que c'était déjà interdit de base. La vente de ces armes, ça n'empêchera pas d'un drame comme hier. Et nous allons multiplier les contrôles sur les ports d'armes. Je rappelle que hier, c'était précisément un contrôle de gendarmerie. Nous en avons suscité 6500 sur les 3 derniers mois, qui ont permis la saisie de près de 200 couteaux et de plus de 200 autres armes par destination. Mais nous allons interdire la vente par des procédés assez simples. Le plus important, c'est qu'on ne pourra plus, par Internet, livrer des colis qui contiennent ce type d'armes sans la signature d'un adulte, de manière qu'il n'y ait plus de difficultés sur le contrôle de l'achat. Et ce n'est pas déjà le cas ? Lutter contre la multiplication, la détention et le port d'armes. Deuxième question que nous avons à traiter, les auteurs. Pas seulement l'arme, mais la main qui tient l'arme. Nous avons un énorme travail à construire sur la protection de la santé mentale des jeunes et des jeunes collégiens en particulier. Ces moments où tout dérive, où l'adolescence bascule, parfois, comme vous le disiez, en quelques jours. Ce garçon était référent harcèlement dans son collège. C'est-à-dire il était
investi de confiance de manière à lutter contre le harcèlement et ça n'était pas un enfant considéré comme à problème. Et donc, tous les signes doivent être identifiés et un travail de formation de tous les enseignants et même des élèves pour qu'on voit basculer un enfant qui se referme sur lui-même, qui ne parle plus, et il y a risque et danger. Ça, c'est la deuxième orientation. Il y a une troisième orientation, enfin, une troisième question, qui est les réseaux sociaux. Comme vous savez, nous avons réussi à imposer aux sites pornographiques de vérifier l'âge des consommateurs. Ça n'est pas facile à faire. Et comme vous le savez, il y a une épreuve de force entre le gouvernement français et les producteurs. On est en train de parler du drame, salut King Loris. Pour faire respecter la loi. La question est de savoir si on peut aller plus loin. Le président de la République s'est exprimé plusieurs fois sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Vous savez que c'est une question qui est de la compétence de l'Union européenne. Mais vous avez hier soir entendu le président de la République dire que si l'Union européenne ne nous suit pas, nous prendrons nos responsabilités en ouvrant ce chemin pour la France. Je vous remercie. Bon, voilà, les pistes de solutions esquissées par François Bayrou pour ne pas qu'un tel drame se reproduise. En quelques secondes. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre réponse. Je voulais vous signaler aussi une proposition de loi qui a été votée ici à l'unanimité. Elle n'a pas prétention à résoudre tous les problèmes, mais à envoyer un certain nombre de messages à ceux qui sont le plus affectés par la situation, le personnel éducatif au sein de nos établissements scolaires. La proposition de loi vise à protéger nos écoles et, bien sûr, elle n'attend que son passage à l'Assemblée nationale. Et sinon, à l'Assemblée nationale, on a parlé écologie, La parole est à notre on a parlé commerce. Benaroche pour le groupe Écologie, Solidarité et Territoire. Ah bah tiens, on devrait parler écologie. Ma question s'adresse au ministre des Armées et concerne Israël et les ventes d'armes. Ah, pas du tout. Le salon de l'armement du Bourget s'ouvre la semaine prochaine et va accueillir des membres du gouvernement ainsi que des sociétés d'armement israéliens. Participation confirmée dès janvier par M. Netanyahou qui dit avoir reçu l'assurance du président Macron. De nombreuses associations ont porté devant les tribunaux des griefs légitimes liés à cette venue. Elles et nous ne pouvons accepter que notre pays puisse servir de terrain d'opération commerciale, de promotion, de transfert de matériel militaire, ne respectant pas le traité sur le commerce des armes des Nations Unies. Matériel militaire de plus directement ou indirectement impliqué dans les atrocités commises à Gaza et dans les territoires occupés. Hier, le tribunal de Bobigny a rejeté cette demande qui enjoignait l'organisateur privé du salon à ne pas autoriser ses exposants, mais le délibéré s'inscrit dans une jurisprudence constante dans laquelle le juge ne peut pas interférer dans la conduite des affaires internationales de la France. C'est la théorie de l'acte de gouvernement. Justement, ma question en découle. Quelle action compte prendre le gouvernement afin de s'assurer que la France respecte ses engagements européens et internationaux en matière de commerce des armes par des États en guerre ? Votre ministère ira-t-il contre ses obligations en autorisant l'importation de matériel militaire, outils de la guerre et des crimes en cours dans la bande de Gaza ? Au-delà de la promotion de ces ventes d'armes par Israël en France, la question est aussi celle de nos ventes d'armes à Israël, armes utilisées dans ces crimes de guerre. Vos dénégations, monsieur le ministre, il n'y a pas d'armes vendues à Israël, se heurtent de manière brutale aux faits. La situation en Fos-sur-Mer met à jour la continuité d'exportation d'armes vers Israël. Quoi que vous répétiez, vous ne pouvez pas affirmer qu'elle ne participe pas aux massacres en cours. Comptez-vous, monsieur le ministre, une fois pour toutes, respecter le droit international, l'engagement de notre pays et arrêter l'exportation d'armes vers Israël ? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Armées, monsieur Sébastien Lecornu. Merci, monsieur le président du Sénat, mesdames, messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, sur l'organisation du salon du Bourget, vous l'avez rappelé, c'est un acte de gouvernement et donc les travaux du secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale sous l'autorité du Premier ministre en lien avec les services du ministre des Affaires étrangères et les miens sont en train de poursuivre les discussions dans la droite ligne de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Deuxième chose, et cette affaire est plus grave, cette désinformation qui est entretenue perpétuellement sur les ventes, présumées ventes d'armes de la France vers Israël. Je le redis et je le répète, il n'y a aucune vente d'armes françaises à Israël. Et il faut cesser cette désinformation puisque, premièrement, je le rappelle, c'est une évidence, mais Israël est un des grands concurrents de nos industries de défense françaises et que, par définition, Israël n'attend pas les armes françaises. Que deux, vous avez des composants
qui sont utilisés dans le cadre du dôme de fer, la défense sol-air d'Israël, et que nous assumons effectivement que ces composants sont des armes strictement défensives et protégeant les populations civiles israéliennes qui, me semble-t-il, doit être protégée. Je pense que c'est un élément consensuel entre toutes les formations politiques qui siègent ici au Sénat, du moins je l'espère. Et troisième chose, évidemment, des pièces détachées à des fins de réexportation dont souvent... On va demander au docker de Marseille. La France est le pays destinataire final de cette exportation. Pour, j'espère, clôturer et vous remercier, monsieur le sénateur, de me permettre de le redire une fois de plus dans un cadre parlementaire et dans le cadre d'un contrôle. Je vais remettre ce document qui est classé diffusion restreinte au président des 2 commissions de la défense du Sénat et de l'Assemblée nationale avec la liste exacte des livraisons de ces composants pour 2024. Document, monsieur le Premier ministre, que nous aurions dû remettre au Parlement au mois de septembre prochain. Et je décide donc, sous l'autorité de François Bayrou, de le communiquer dès maintenant pour, je l'espère, faire cesser cette désinformation qui nuit à l'intérêt général et à l'intérêt du pays. Bah donc il y en a quand même. Vu le tableau, il y avait une liste. Hein. Monsieur Benaroche. La mise en danger de notre pays dans une possible complicité est une faute historique, monsieur le ministre. Le président de la République réussit l'exploit dramatique de reculer sur la possibilité impérieuse de reconnaître maintenant un État palestinien et en même temps d'ignorer le droit international dans le cadre de vente d'armes utilisées dans des crimes de guerre. Des mandats sont en cours par la justice internationale. Les faits de crimes de guerre, famine et de crimes contre l'humanité, meurtres, persécutions, autres actes inhumains sont établis, même si les responsabilités des membres du gouvernement israélien ne sont pas encore jugées. Ah, j'ai cru qu'il allait hausser le ton. La parole est à notre collègue Roger Karoutchi pour le groupe Les Républicains. Les Républicains maintenant. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Rappelez-nous les conditions posées par la France pour reconnaître un État palestinien. Pour répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Roger Karoutchi. La France, on a déjà eu l'occasion de se le dire, est indéfectiblement attachée à la sécurité d'Israël. Elle l'a démontré en mobilisant par 2 fois ses moyens militaires l'année dernière pour soutenir Israël et lui permettre de parer les attaques balistiques iraniennes. Elle le démontre en étant en première ligne des efforts visant à contrer l'Iran nucléaire, à empêcher l'Iran d'accéder à cette arme. Et nous sommes convaincus, et ce n'est pas ce gouvernement, ce président de la République, ça fait bien longtemps que cette idée est une idée française, qu'à terme, la sécurité israélienne, la sécurité des Israéliens ne sera assurée que par une solution politique reposant sur 2 États vivant côte à côte en paix et en sécurité. Et à condition, bien évidemment, que l'ensemble des pays de la région consentent, d'une part, à normaliser leurs relations avec Israël, mais aussi à apporter des garanties de sécurité à Israël. Et il y a bientôt 2 ans, nous y étions presque. Parce que, comme l'a rappelé le Premier ministre hier à l'Assemblée nationale, l'Arabie saoudite, les États-Unis et Israël s'apprêtaient, en vertu de la logique des accords d'Abraham, à faire aboutir cette perspective. Mais voilà que par le massacre antisémite du 7 octobre, le Hamas s'est rendu responsable d'une très grande et très profonde fragilisation de cette perspective. Alors soit nous nous résignons à cette fragilisation, mais alors nous prenons le risque que cette région s'enfonce durablement dans une instabilité qui nuira à la sécurité d'Israël. Soit nous prenons l'initiative de créer un mouvement qui s'appuiera sur la reconnaissance de la France et d'autres pays, qui s'appuiera aussi par des engagements très fermes venant de l'autorité palestinienne et venant des pays arabes de la région pour dépasser ce que le Hamas a provoqué, c'est-à-dire une menace sur cette perspective, et réenclencher un mouvement conduisant vers cette solution politique qui est la seule soutenable dans l'intérêt d'Israël et du peuple israélien. Merci. Moi aussi, je vais poser ma question en 8 secondes. Alors, pourquoi Emmanuel Macron est en train d'abandonner la reconnaissance de l'État palestinien? Monsieur le ministre, si j'étais président de la République, je dirais « champion, mon frère », à moins que je ne fasse allusion aux brainwashers. Vous avez vous-même, comme le président de la République d'ailleurs, il y a quelques semaines, dit il y a 4 conditions. Ah oui, d'accord, c'est toi qui fais passer un entretien. La libération de tous les otages,
l'éviction complète du Hamas, le renouvellement de l'autorité palestinienne et l'accord avec les Tu travailles dans quoi, Stéphane? Et ça me paraissait une position raisonnable parce que c'est une position d'équilibre. Aujourd'hui, merci, je vous ai écouté sans attention, mais je vous ai écouté. Aujourd'hui, aucune de ces 4 conditions n'est remplie. Alors, nous dire qu'éventuellement le 18 juin, le chef de l'État s'apprêterait à reconnaître l'État de Palestine, on ne sait pas d'ailleurs avec quels dirigeants, on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas quel gouvernement, on ne sait pas d'ailleurs si d'ici là, évidemment non, les otages seraient libérés. Les otages seraient libérés. Non, écoutez, moi je vous écoute avec attention, faites semblant d'écouter. Merci. Merci. Je vous dis simplement, le 18 juin 1940, le général de Gaulle a dit non à l'horreur nazie. Ne donnez pas le sentiment, le 18 juin 2025, c'est Roger Carucci des Républicains. Le chef de l'État se soumettent à l'horreur islamiste. Sénateur Les Républicains. Attendez, je crois que j'ai raté une dinguerie. La parole est à notre collègue Stéphane Roffrich pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Vous avez la Les parole. macronistes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, je tiens à remercier le Président et le gouvernement de la République d'avoir placé la Polynésie française au cœur du sommet mondial pour l'océan. Merci d'avoir mis en lumière le lien profond, culturel, viscéral qui unit depuis 3000 ans le peuple polynésien à Te-Moananui-o-Hiva, l'océan Pacifique. Nous regrettons toutefois que certaines annonces du président Broderson aient été faites sans véritable concertation en Polynésie française, notamment avec les pêcheurs et les élus marquisiens. Mais j'ai vu hier à Nice un président de la Polynésie française ravi de clamer au monde sa fierté de protéger l'océan et de participer ainsi au nom de la France à l'agenda 2030 des Nations Unies. J'ai aussi entendu à Nice hier les chefs d'État indépendants de la région appeler à plus de France, plus de présence et d'accompagnement en matière d'éducation, de santé, de recherche et de développement pour leur population. Mais le même jour, hier à New York, la représentante de Moïta Broderson attaquait en son nom la France au C24, après le Timor-Leste il y a 10 jours. Hier encore à Paris, la députée indépendantiste a cherché à vous traîner dans la rhétorique de la décolonisation à l'Assemblée nationale. De qui se moque-t-on? Monsieur le ministre, vous avez raison, la Polynésie n'est pas la Nouvelle-Calédonie. Quand de nombreux États du Pacifique voient leur population s'exiler, faute de ressources économiques, notre action doit être concentrée pour permettre à notre jeunesse de continuer à vivre son océan, son Fénois, dans un cadre stable et protégé qu'offre la République. Pour cela, notre jeunesse a besoin de formation, d'innovation, d'activité, d'emploi. Ce n'est pas dans les sempiternels débats sur la décolonisation et le passé que l'on va nourrir nos familles et permettre à nos jeunes de s'épanouir en Fénois. Ne vous laissez pas abuser par ceux qui cultivent le double langage et vous caressent dans le dos à Nice pour mieux vous tacler à Bakou et à Genève. Monsieur le ministre, ne serait-il pas prioritaire, aux côtés de nos institutions polynésiennes, de bâtir depuis nos aires marines éducatives jusqu'à l'université une économie bleue qui accompagne notre jeunesse vers l'excellence, la responsabilité et l'innovation? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur cher Teva Roffrich, vous avez raison. Vous étiez à Nice hier avec nous, avec le Président de la République et ses chefs d'État et de gouvernement du Pacifique. La contribution de la Polynésie française à l'UNOC a été capitale et particulièrement remarquée. Et le Président de la République a eu l'occasion de le souligner. La Polynésie a été donnée en exemple et a contribué au succès de l'UNOC et au discours concret de la France. L'océan est nécessaire à la vie, c'est notre bien commun pour le préserver. De ce point de vue-là, la Polynésie a joué son rôle dans une grande coopération avec l'Élysée et avec le gouvernement français. Donc il n'y a pas de place, vous avez bien raison, pour un double discours. Et comme vous l'avez rappelé, chaque territoire ultramarin a sa propre histoire. C'est la raison pour laquelle j'ai rappelé hier la position de la France de contester la réinscription en 2013 de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes des Nations Unies, alors qu'elle l'a accepté pour la Nouvelle-Calédonie. Je me rendrai, vous le savez, en Polynésie en juillet. Je viendrai pour mettre en lumière les forces et les réussites de la Polynésie. Nous
parlerons des prochains Jeux du Pacifique. Nous parlerons surtout des dossiers qui intéressent les Polynésiens, l'économie bleue, les problèmes de sécurité, les problèmes de pêche, évidemment le changement climatique. Et je pense aussi aux questions de santé ou aux attentes de la jeunesse. J'ai entendu, je la partage, votre déclaration d'amour pour la France. Et je veux dire, monsieur le sénateur, que nous avons tous la Polynésie au cœur et que nous réaffirmons et que je réaffirmais le lien puissant entre la Polynésie et la France. Merci. La parole est au président Alain Marc pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai été rapporteur de la loi Rebsamen. sur l'eau et l'assainissement qui a, enfin, après des années de bataille du Sénat, été adoptée. Désormais, les communes ont le choix de donner ou pas à l'intercommunalité la compétence. Elles sont libres. Ah oui, ça a été un flou pendant des années, ça. Seulement voilà, nous avons un vrai problème. Certaines agences de l'eau conditionnent leur aide aux communes que si celles-ci ont basculé leurs compétences vers l'intercommunalité. Vous comprendrez que cette façon de faire offusque nombre d'élus locaux et que nous, législateurs, nous nous sentions particulièrement floués parce que nous avons voté une loi et que certaines agences de l'eau, conditionnant leurs aides, vont contre la loi et l'esprit de celle-ci qui est de respecter la liberté et le choix des communes. Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour que les agences de l'eau respectent désormais la loi et son esprit ? Ah, dis donc. Aujourd'hui, il pose des questions claires et précises. C'est le gouvernement qui est flou. Décentralisation, monsieur Rebsamen. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Alain Marc, permettez-moi. Ah, tu viens de chez Hugo Perchoir aussi, Groaou. Vous avez effectué. Bienvenue à toi en tout cas. Lors de l'élaboration de la loi eau et assainissement, de la part importante que vous y avez prise. Depuis, bien évidemment, dans le cadre de l'examen de ce texte, le gouvernement a défendu toujours la même ligne, concilier tout à la fois la pérennisation des transferts déjà achevés, je l'avais dit ici, sous une forme de mutualisation, et la souplesse de gestion que le Parlement, et notamment le Sénat, sous votre impulsion, a demandé à raison pour que nos territoires disposent d'outils adaptés à leurs spécificités. Cette adaptation à leurs spécificités, c'est tout l'objectif. Je suis autour d'une dizaine, mercredi. L'obligation aux communes de rejoindre des intercommunalités. Et donc, c'est un moment très important. Et j'ai confirmé ici même l'engagement qu'avait pris l'ancien Premier ministre vis-à-vis des décisions que proposait le Sénat, à savoir laisser la liberté aux communes. Pour autant, il ne peut être question de défaire ce besoin de mutualisation qui existe aussi dans de nombreuses communes de France. Et l'intercommunalité permet aussi aux communes de participer à l'élaboration des projets sur l'eau. Mais vous m'interrogez sur les agences de l'eau. Et donc, je voulais vous dire que l'eau, je le pense sincèrement, ne se gère pas uniquement par commune. L'eau se gère par bassin. Il y a 6 bassins, vous le savez très bien, hydrographiques en France, et donc 6 agences de l'eau qui s'en occupent. Et donc il est clair que les agences de l'eau, comme toute organisation, et il s'agit d'un établissement public à caractère administratif, les agences de l'eau, dans lesquelles siègent des élus, doivent respecter la loi comme toutes les organisations à caractère administratif. Et donc, c'est pour nous une occasion de rappeler que les agences de l'eau, elles ont un rôle spécifique par bassin, organiser les choses, et que les communes seules auront bien du mal, sauf situation, à le faire au niveau du bassin. Et je ne peux pas vous dire le contraire, mais félicitations pour tout ce que vous avez fait. Monsieur Marc. Bon, bah, ils vont pas être Monsieur contents. le ministre, vous ne répondez pas en répondant oui. à ce que je souhaitais. Moi, je vais vous dire une chose. Nous sommes en train de travailler avec Christine Lavarde sur le devenir des agences. Et il est inadmissible que dans un état de droit, les agences ne se comportent pas, ne respectent pas la loi. Donc je trouve cette mise au pas. Monsieur le ministre, les présidents d'agences sont nommés par le président de la République. Donc une mise au pas est peut-être nécessaire. Je suis désolé d'employer ces mots, mais il le faut. Et vous dites bien sûr que les communes
Mais certaines d'entre elles peuvent le faire toutes seules. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit du respect de la loi. Comment vous voulez que les Français écoutent aujourd'hui ce que nous pouvons faire au Parlement si les agences de l'eau, qui sont des agences d'État, ne la respectent pas? C'est inadmissible, tout simplement. Alors nous comptons sur vous pour faire rétablir le droit et ce que nous avons voté, tout simplement. Rebsamen aurait voulu énerver le Sénat, qu'il n'aurait pas pu mieux s'y prendre. Quand on parle des collectivités locales, ils sont très à carreau. Rassemblement démocratique et social européen. Les sociodémocrates. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la semaine dernière, je vous interrogeais sur la proposition de loi portant sur la création d'un impôt plancher destiné à celles et ceux qui possèdent un patrimoine de plus de 100 millions d'euros, que nous examinerons d'ailleurs demain. Selon les études de Gabriel Zucman, que vous qualifiez vous-même de brillant économiste, ces immenses fortunes échappent au caractère progressif de l'impôt sur le revenu. Vous m'avez entre autres répondu craindre l'exil fiscal, relayant ainsi un sempiternel refrain balayé aujourd'hui par un ensemble d'études scientifiques. Et encore ce matin, dans une tribune du Monde signée par Gabriel Zucman, Olivier Blanchard et Jean Pisani-Ferry. Je pense au contraire que ce serait l'occasion pour ces immenses fortunes de faire valoir très concrètement leur patriotisme, leur fibre patriotique. Monsieur le ministre et mes chers collègues, comment allons-nous expliquer aux J'aime bien ces questions. 40 millions de foyers fiscaux français que les 0,005% des plus fortunés seraient exemptés de l'effort demandé à la nation? Comment allez-vous expliquer que vous vous apprêtez à mettre en œuvre la TVA sociale, dite sociale, tout en nous privant d'un potentiel de recettes de 20 milliards d'euros? Oh, j'ai hâte de voir Éric Lombard tenter de s'en sortir. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie et des finances, monsieur Éric Lombard. Parce qu'il n'a pas le droit de détourner la question, faut qu'il y réponde. Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Philippe Grosvalet, quel est le défi de notre pays? Le défi de notre pays, c'est de produire plus, parce que quand on se compare à nos voisins en Europe, le PIB par habitant est maintenant de près de 20% plus faible en France que dans les pays voisins, alors même que notre niveau de dépenses publiques est plutôt supérieur. Si nous voulons produire plus, nous avons besoin d'entreprises, nous avons besoin d'entrepreneurs. Raison pour laquelle, sous l'autorité du Premier ministre, nous avons un projet qui sera dévoilé mi-juillet, qui va soutenir les entreprises, qui évitera d'alourdir l'impôt et sur les entreprises et sur les personnes. Je lis les tribunes et effectivement... On est passé de pas d'impôt à on ne va pas trop alourdir. Ça change de mélodie. À moins que si une taxe de ce type était mise en place, on s'expose à deux risques. Le premier risque, c'est, vu le niveau prévu, que les entrepreneurs en question doivent vendre petit à petit des parts de leur entreprise, alors même... Mais bien sûr que si, bien sûr que si. Mais le risque principal... Quoi qu'en disent les uns et les autres, c'est un risque de délocalisation. Vous observez, comme moi, les délocalisations qui ont eu lieu lorsque, à 2 reprises, l'ISF était importé dans notre pays. De nombreux patrimoines sont partis. Et aujourd'hui, avec la libéralisation de toutes les règles et la concurrence fiscale entre les pays, à n'en pas douter, on verrait l'exil des grandes fortunes, ce qui serait nuisible et à l'investissement et à nos ressources fiscales. Yannick Jadot fait la gueule. Alors le fait que les patrimoines importants contribuent à l'effort d'ensemble est un sujet sur lequel nous réfléchissons. Et là, je prends votre point. Et c'est pourquoi d'ailleurs, avec ma collègue Amélie de Montchalin, nous regardons de quelle façon telle ou telle niche qui privilégierait ceux qui ont déjà des avantages de la fortune et des revenus pourrait être traitée. Mais on voit plus des mécanismes de lutte contre la suroptimisation que des mesures qui risqueraient de priver notre pays d'un avantage qu'elle a, qui est d'être le plus attractif en Europe depuis maintenant 6 ans. Je vous remercie. Le projet politique de King le risque qu'on devienne un paradis fiscal. Comme ça, c'est réglé. Un petit rappel. Au début du siècle dernier, mon groupe parlementaire accueillait une figure majeure de l'histoire des réformes fiscales de notre pays, Joseph Caillaux,
ministre des Finances et longtemps président de la commission des finances, ici même. Il lui aura fallu batailler pendant 5 longues années pour convaincre le Sénat du bien fondé de l'impôt sur le revenu auprès des députés qui l'avaient voté 5 ans auparavant. Alors, ah ouais. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, la nuit porte conseil. Il nous reste 24 heures, n'attendons pas 5 années de plus, 5 années de trop. Il faut conclure parce que le Merci. temps nous porte conseil. Voilà, merci. Tu peux parler, Gérard, tu peux parler. Et à notre collègue Tu peux parler. Gisèle Jourda, pour le groupe En socialiste. plus, il avait son bâton là pour rappeler à l'ordre. Merci, Non mais. Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, la France co-organisera avec l'Arabie saoudite la conférence qui se tiendra aux Nations unies du 17 au 20 juin prochain. Selon des sources diplomatiques, le Royaume-Uni et la France n'insisteront plus sur la reconnaissance d'un État palestinien, mais plutôt sur la définition des étapes vers la reconnaissance de l'État de Palestine, qui dépendra d'une série de mesures et de concessions de la part des Palestiniens. Après avoir rappelé que 149 États ont reconnu sans condition l'État palestinien, ma question est simple, Monsieur le ministre. Quelle position la France entend-elle finalement défendre lors de ce sommet ? Pourquoi tergiverser ? Pourquoi refuser de débattre de vos intentions avec la représentation parlementaire au cours d'un débat 50-1 qui vous a été maintes fois demandé à l'Assemblée nationale comme au Sénat ? Monsieur le ministre, vous avez dit la semaine dernière qu'il existe un autre chemin. À une semaine de ce sommet, ne s'agirait-il pas d'une impasse ? Allez, essaye de t'en sortir avec la bombe qu'on t'a balancée. Est à Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vas-y, Merci, on t'observe. Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, en effet, il n'y a que 2 chemins possibles. L'état de guerre permanent d'un côté et la solution politique qui est plus exigeante, qui est plus difficile, celle que la France défend depuis toujours, celle qui, comme je le disais tout à l'heure, était en passe d'aboutir il y a un peu moins de 2 ans, avant que le Hamas ne se rende coupable du plus grand massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah. Et donc, face à cette situation, eh bien, comme je le disais, soit nous nous résignons, et j'ai cru comprendre que Roger Carucci, tout à l'heure, semblait prescrire, mais je dois avoir mal compris, l'inaction. Mais je crois que cette caricature pas non plus, Jean-Noël. Est porteuse de grands risques. Quand même. Si nous ne faisons rien, alors nous risquons de faire que cette perspective soit définitivement écartée. Parce qu'elle est déjà plus lointaine, plus fragilisée qu'elle ne l'a jamais été depuis 1993 et les accords d'Oslo. Et donc l'autre chemin, c'est la solution politique. Et oui, dans un moment... Normalement, c'est 2 minutes chacun. Gérard Larcher a un peu de latence. Où la Il lag. colonisation s'accélère en Cisjordanie, où les États-Unis semblent... C'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs les chronos, moi, que je gère les chronos manuellement. Une forme de résignation dans un grand nombre de pays arabes, alors notre rôle et notre place, c'est de reprendre l'initiative. C'est tout l'objectif de cette conférence. Alors pourquoi vous ne reconnaissez pas l'État si vous voulez reprendre l'initiative ? Déterminé à reconnaître l'État de Palestine pour enclencher un mouvement qui implique et qui engage la Palestine, ou en tout cas l'autorité palestinienne. La Macronie prise en pleine contresens. Arabes qui doivent eux aussi faire et prendre des engagements, faire des déclarations qui dénoncent ce qui s'est passé le 7 octobre et le Hamas pour ce qu'il est, un mouvement terroriste qui s'engage à contribuer et concourir à la sécurité d'Israël, au redressement de Gaza et au redressement à venir de cet État de Palestine, sans quoi, eh bien, voilà, normalement là c'est censé être fini. La reconnaissance d'un pays comme la France sonnerait creux. C'est cette dynamique collective que nous voulons susciter à New York et c'est dans cet esprit que nous travaillons. Madame Jourda. C'est pour ça qu'un jour je serai président du Sénat, pour appliquer strictement le temps de parole. Nous sommes dans un pays où sont nés les droits de l'homme. Et lorsqu'on voit que des pays, l'année dernière, comme l'Espagne, ont reconnu la Palestine sans condition, je ne comprends pas quelle est votre position. Vous vous tournez et effectivement, vous parlez du 7 octobre, mais les problèmes n'ont pas commencé qu'avec le 7 octobre, monsieur le ministre. Il y a longtemps, il y a fort longtemps, que les Palestiniens meurent, qu'ils ne peuvent plus. Lorsque vous serez retourné, il n'y aura plus aucun Palestinien dans la bande de Gaza. C'est ça que vous voulez? Mais moi non.
Je suis plutôt d'accord avec les propos de la sénatrice Jourda. Est à notre collègue Jean-Pierre Corbizet pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Merci, monsieur les communistes. Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Mes chers collègues, depuis 10 semaines, Gaza étouffe sous un blocus alimentaire meurtrier. Quelques maigres distributions, certes, sont organisées pour la forme par une organisation proche d'Israël et des États-Unis. Distributions qui se tournent souvent au carnage, où l'armée israélienne n'hésite pas à tirer sur la population affamée. Gaza agonise, monsieur le ministre, 2 millions de vies au bord de la famine, plus de 52 000 personnes massacrées, dont 15 000 enfants. Le gouvernement Netanyahou poursuit quant à lui son plan de conquête totale de la bande de Gaza au prix d'une accélération des massacres de civils. Cette opération doit achever la destruction de l'enclave débutée il y a 2 ans et qui prévoit à terme de déporter la population vers d'autres pays tiers. Pourtant, en 2024, la Cour internationale de justice a rendu 3 ordonnances dénonçant la situation à Gaza comme un génocide imminent. Monsieur le ministre, nous sommes devant un génocide et ces décisions ont été ignorées par le gouvernement israélien. Et encore, que dire dimanche dernier, l'acte de piraterie contre le navire le Madeleine, son arraisonnement, la détention de son équipage alors qu'ils étaient hors des eaux territoriales constitue un crime supplémentaire commis par l'occupant israélien. Je salue l'initiative du Madeleine qui, loin certes d'être purement humanitaire, la détermination de ses membres à naviguer vers Gaza malgré les menaces israéliennes et qui sont venus constater ce génocide en cours. Mes collègues, moi-même, appelons à élargir et à poursuivre les mouvements de solidarité pour briser le siège de Gaza, intensifier l'isolement de l'État israélien. Monsieur le ministre, face à cette horreur, que fait la France? Quand les otages français, dont une députée de la République, seront-ils libérés? Pourquoi le gouvernement français, alors que la justice ne peut pas le faire, Jean-Pierre Corbirez exclut les exposants militaires israéliens du prochain salon du Bourget? Les bavardages, monsieur le ministre, doivent laisser place à une action ferme et résolue. La France doit porter une voix forte pour briser le siège de Gaza et mettre fin à ce génocide. Nous ne pouvons plus détourner les yeux, monsieur le ministre. L'histoire jugera les nations complices par leur silence ou leur inaction. Bon, il y a beaucoup de questions forcément sur le sujet. 2 minutes pile, bravo, j'applaudis. J'applaudis pour le temps de parole. Ah, monsieur le Premier ministre. Ah, excusez-moi. Non, non, il n'a pas le droit. Merci, non. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je vous réponds parce que je trouve inacceptable qu'un certain nombre de forces politiques utilisent pour les 3 ou 4 personnes qui sont aujourd'hui détenues depuis 2 jours en Israël, utilisent le mot otage. Je veux rappeler simplement les faits. Après l'arraisonnement de ce navire, les 6 Français qui étaient à bord se sont vus offrir le choix de rentrer dans notre pays à l'instant et un certain nombre d'entre eux l'ont refusé. Et monsieur le sénateur, si les vrais otages, ceux qui sont détenus à Gaza, s'étaient vus offrir la possibilité de rentrer dans leur pays à l'instant, je vous assure qu'ils seraient rentrés et on utilise... Mais c'est leur pays, du con ...d'otages pour eux. Je trouve inacceptable qu'on instrumentalise les choses de cette manière. Tu proposes à des Gazaouis de rentrer à Gaza? Mais dis qu'il est con. Pardon, hein. La parole est à notre collègue... Oui, parce qu'en plus, à ce qui paraît, le document israélien est daubé du cul. Hein. Je vais essayer de me calmer, mais il m'énerve de plus en plus, là, François Bayrou. Hein. Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre d'État, hier, vous étiez à Nogent, car à 8h15, dans cette tranquille petite commune de Haute-Marne, dont j'ai été l'élu pendant près de 35 ans, l'indicible s'est produit. Un collégien de 14 ans a poignardé de sang-froid, à plusieurs reprises, une assistante d'éducation sous les yeux des gendarmes lors d'un contrôle inopiné des cartables. Elle n'a pas survécu. Mélanie était maman d'un petit garçon de 4 ans, appréciée dans son travail, conseillère municipale de son village. Je vous remercie, mes chers collègues, pour l'hommage qui vient de lui être rendu. Mes pensées vont à sa famille, ses collègues, aux élèves dont beaucoup ont vécu l'agression en direct, mais aussi aux parents de l'agresseur. Les 2 familles se connaissent. Ce n'est pas qu'une question de moyens. Les forces de l'ordre étaient sur place. Le collège d'Olto ne compte que 320 élèves. Il est bien doté. L'équipe pédagogique est stable, soudée, très investie dans de nombreuses actions de prévention au service des élèves.
L'agresseur est décrit comme un élève brillant, bien intégré, ne présentant aucun des signaux faibles qui auraient pu alerter. Nogent n'a pas connu hier un énième fait divers, mais bien un drame que rien ne laissait prévoir, ni le cadre scolaire, ni le cadre familial. Je vous cite, « On ne doit ni légiférer à chaud, ni dans l'émotion. Pourtant, lorsque l'on ne nomme pas clairement un problème, on ne peut pas y apporter de solution. » Madame la ministre, comment protéger concrètement et rapidement nos enfants de cette violence, de ce poison qui les nourrit quotidiennement et leur fait perdre le sens du réel? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. Madame Elisabeth Borne, vous avez la parole. Même pas bancal. Merci, moi, j'ai pas les mots pour condamner. Je condamne la violence des mots de François Bayrou. Marine Nedelec. Avant de vous répondre, je voudrais de nouveau adresser toutes mes condoléances à la famille de la jeune femme assistante d'éducation qui a perdu la vie hier au collège Françoise Dolto à Nogent. J'ai tenu à me rendre sur place et nous avons pu, Madame la sénatrice, exprimer tout notre soutien aux élèves, aux professeurs, au personnel, aux parents bouleversés par ce drame. Cet acte effroyable nous interroge sur les moyens d'endiguer la violence chez les jeunes. Cela passe en premier lieu par une action résolue, Monsieur le Premier ministre l'a évoqué, pour interdire l'acquisition d'armes par les mineurs, d'armes blanches par les mineurs, et pour empêcher toute introduction dans les établissements scolaires. Et c'est le sens de l'instruction que nous avons signée avec Bruno Retailleau début mars pour demander aux préfets et aux recteurs d'organiser des fouilles aux abords des établissements scolaires. Plus de 6 000 opérations ont été réalisées depuis et à chaque fois qu'une arme est saisie, un conseil de discipline est réuni et un signalement est transmis au procureur. Ces opérations sont complémentaires de la sensibilisation qui doit être menée en lien avec les référents police et gendarmerie sur la dangerosité des armes. Et elle s'inscrit plus globalement dans l'ensemble des actions d'éducation et de prévention que nous menons, notamment dans le cadre de l'enseignement moral et civique. Et puis, nous agissons aussi sur le plan de la santé mentale avec le ministre Yannick Neuder, notamment avec le déploiement de plans de repérage et de prise en charge des élèves en souffrance psychique. Et enfin, on connaît l'effet néfaste des écrans et des réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai décidé de généraliser la pause numérique dans tous les collèges dès la prochaine rentrée. Et comme le Président de la République l'a évoqué, nous devons agir pour interdire l'accès des jeunes de moins de 15 ans aux réseaux sociaux. Et naturellement, sur tous ces sujets, nous avons besoin des familles et de tous les partenaires de l'école. Je vous remercie. Ce serait bien d'avoir des vrais moyens de prévention des risques psychosociaux. Oui, ne confondons pas cause et conséquences. Pourquoi la santé mentale des jeunes s'est-elle autant dégradée? Les mesures ponctuelles ne suffiront pas. Moi, je suis du pays du couteau. Des couteaux, il y en a partout, dans toutes les cuisines, dans tous les ateliers. On ne les utilisait pas comme ça. Le problème de fond, ce n'est pas le couteau. Bien sûr, il faut renforcer les contrôles, la sévérité des peines. Mais peut-on livrer quotidiennement nos jeunes à des réseaux, à des sites qui diffusent en toute liberté, pire, au nom de la liberté parfois, des contenus d'une violence inouïe poussant au meurtre ou au suicide? Nous n'avons plus le temps d'attendre un éventuel accord européen. C'est un grave problème de société qu'il nous faut traiter comme un tout. Chacun doit prendre sa responsabilité, l'État, l'éducation et les familles. Merci. Au nom de la liberté, j'ai pas compris. Merci, ma chère collègue. La parole est à notre collègue Pierre-Alain Roiron pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Les socialistes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, attention, ça sature. Depuis Nice, Emmanuel Macron s'érige en grand défenseur des océans, mobilise la communauté internationale et vante son leadership. Pendant ce temps, en France, le réel tangue. Réintroduction des pesticides interdits, suppression des zones à faible émission et désormais suspension brutale de MaPrimeRénov'. L'engagement de Marseille en 2022, ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas, n'est plus qu'un souvenir dissipé par les courants budgétaires. C'est vieux, hein? Résultat, des millions de ménages modestes vont renoncer à rénover leur logement.
Des artisans du bâtiment déjà fragilisés vont voir leur carnet de commandes s'effondrer. Dans les zones les plus polluées, les habitants continueront à respirer un air vicié, faute de politique de mobilité urbaine. Et nos agriculteurs, eux, doivent composer avec un brouillard réglementaire où l'on autorise d'une main les insecticides que l'on avait interdits de l'autre. Mais le plus étonnant, c'est que ce même président de la République, celui qui a dissous l'Assemblée il y a déjà un an, reproche aujourd'hui à son propre gouvernement, à ses propres parlementaires, les reculs qu'il a lui-même rendus possibles. Depuis Nice, il fustige la destruction des politiques écologiques, qu'il a pourtant laissé s'éroder dans un silence prolongé. Il appelle à maintenir un cap après avoir sabordé la boussole. À l'international, on sermonne. À domicile, on détricote. Alors ma question est simple. Quelles mesures concrètes allez-vous prendre ici et maintenant pour que les classes les plus modestes ne soient plus les variables d'ajustement de votre relancement écologique, lequel résulte de près de 1 000 milliards de dettes dont vous êtes les comptables? Merci. Oups. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée, porte-parole du gouvernement, Madame Sophie Primas. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, cher Pierre-Alain Roiron. Je vous remercie de votre interpellation car elle touche en réalité l'un des engagements les plus importants du gouvernement. Non, Monsieur le sénateur, le gouvernement ne recule pas et n'a pas l'intention de le faire. Il s'adapte aux réalités, il ajuste ses politiques publiques qu'il évalue, mais il avance. Il avance résolument vers un modèle sobre en carbone, plus respectueux de la biodiversité, plus en phase avec les réalités économiques de notre pays, économiques et sociales de notre pays. Tous ensemble, nous avons engagé... Pour l'instant, c'est des éléments de langage. Dans tous les secteurs. Si nous parlons des mobilités, avec des investissements sans précédent dans les transports en commun, l'essor de la filière électrique en France, avec le plan vélo massif, dans les océans, en effet, à l'UNOC, en portant haut la voix de la France pour sanctuariser, par exemple, les aires marines protégées. Grâce à notre action, nous sommes passés de 0,1% à plus de 4% des zones de protection forte sur notre zone économique exclusive. Et ce n'est qu'un début. Dans le bâtiment que vous nommez, secteur qui représente 10% de nos émissions, l'effort est massif, mais monsieur le sénateur, il doit être maîtrisé pour être soutenable et pour être pérenne avec nos finances publiques. D'où les ajustements qui sont opérés sur MaPrimeRénov' pour assurer l'efficacité, éviter les abus et répondre concrètement aux attentes des Français. S'adapter aux contraintes des Français, ce n'est pas renoncer, c'est chercher un chemin pour atteindre notre objectif de façon efficace. L'écologie que nous défendons tous ensemble se veut positive, elle se veut concrète, elle se veut ambitieuse et elle se veut partagée avec les Français. C'est une écologie du quotidien qui protège les plus vulnérables et ne veut pas faire payer le poids de la transition sur les épaules de ceux qui ont le moins de marge. C'est aussi une écologie compétitive pour nos entreprises, pour nos chercheurs, pour nos territoires qui innovent. Et la réduction de l'empreinte carbone, ce n'est pas un frein, c'est une opportunité pour consommer mieux, produire autrement et créer de l'emploi local. Monsieur le sénateur, ce qui est en jeu, c'est la souveraineté, la santé et la prospérité de notre pays. Nous ne fermons pas les yeux, personne ne ferme les yeux, ni le président de la République, ni le gouvernement, ni, je le sais, cette assemblée, et nous ne nous résignerons pas. Gérard. Et surtout, nous voulons bâtir avec vous un avenir durable pour les Français. J'aurais dû lancer la prédiction sur le dépassement du temps de parole. La parole est à Madame la Présidente Dominique Estrosi Sassone pour le groupe Les Républicains. Alors, les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Et c'est lui qui va répondre. Je souhaite sincèrement que vous puissiez me répondre. Ce serait bien. Les facéties du sapeur Camembert est-il votre livre de chevet? Je vous pose la question parce que boucher un trou en essayant d'en creuser un autre, comme modifier pour la 14e, 15e fois les règles de MaPrimeRénov' depuis 2020, en annonçant la semaine dernière la suspension, c'est certes peut-être réaliser des économies budgétaires immédiatement, mais c'est perdre beaucoup plus demain en mettant en mal toute une filière économique. Alors, pour l'instant, je suis d'accord. Présenté la semaine dernière comme étant une simple pause
pour mieux lutter contre les fraudes, mais aussi pour résorber le traitement de dossiers nombreux en souffrance, est véritablement dévastateur pour le soutien à la rénovation énergétique à moyen et à long terme. En effet, sans merci, soutien Groiro. de l'État, comment J'avais pas la ref. imaginer que nos concitoyens, et plus particulièrement les plus modestes, puissent se lancer dans des travaux de rénovation énergétique? Sans visibilité, comment encourager les artisans à se former et à pouvoir ainsi avoir le label RGE? Il y a trop d'instabilité, monsieur le ministre de l'économie et des finances. Total, tout le monde est découragé et tout le monde va s'arrêter et va abandonner. Les stop and go sont catastrophiques. Plus personne n'y comprend rien. Les ménages sont perdus, les artisans et les professionnels du bâtiment sont réduits à l'immobilisme et suspendus à l'annonce d'un ministère qui résonne en ubu-roi. Enfin, je veux continuer à m'enrichir, mais je ne lâcherai pas un sou. Alors, monsieur le ministre de l'économie et des finances, le gouvernement a-t-il une stratégie économique, écologique, sociale, au-delà du PLF? Et est-ce que nos concitoyens et les entreprises vont-ils pouvoir compter sur la parole du gouvernement pour entreprendre la rénovation de leur logement? J'ai l'impression que le divorce avec les Républicains, il va bientôt être consommé parce qu'on enchaîne les questions des Républicains qui taillent dans les macronistes. L'aménagement du territoire, chargé du logement, Madame Létard. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente. Oui, c'est vrai, de l'époque de Napoléon III, oui, effectivement. Vous avez eu des propos forts, mais à l'image peut-être aussi de la réaction d'un secteur qui s'interroge et qui attend des précisions sur les décisions et en tout cas la trajectoire que le gouvernement souhaite embarquer. Je vais essayer de vous y répondre précisément parce que je sais combien votre parole compte sur un sujet que vous portez à la tête de votre commission depuis très longtemps maintenant. Alors, oui, aujourd'hui, comme l'a rappelé Éric Lombard, d'abord, vous précisez que nous allons continuer avec volonté et ambition à porter MaPrimeRénov'. Il est hors de question d'arrêter. De 3,6 milliards d'euros, c'est le budget qui a été voté, c'est celui qui sera utilisé. Il sera même complété par quelques centaines de millions de certificats d'économie d'énergie pour être au rendez-vous de la réactivité et de la dynamique qui a été portée. C'est l'historien qui confirme. Je suis d'accord. Énormément de dossiers. Deux, vous le savez, 3 sujets. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers, 3 fois plus qu'à la même période l'année dernière, il y a un emballement et un retard pris dans l'instruction parce qu'on n'a pas 3 fois plus de personnel. Cela nécessite aussi que nous regardions un deuxième point. Nous avons un sondage terrain sur le fait que les accompagnateurs rénovent, la rénovation globale est sujet de nombreuses fraudes. La proposition de loi que vous avez votée ici, la proposition de loi Cazenave, va nous donner des outils pour y travailler. Troisièmement, nous avons pris des retards avec les 2 mois de décalage du vote du budget. Pour nos concitoyens, tous les dossiers déposés d'ici le 1er juillet seront instruits. S'ils sont complets et sans fraude, ils seront payés. Deuxièmement, la semaine prochaine, nous rencontrons et nous rassemblons tout le secteur, c'est-à-dire les entreprises du bâtiment, et nous y associerons les parlementaires pour travailler. Voilà, j'ai lancé le sondage. Qui va gagner la bataille du centre droit? D'ici le 1er juillet jusqu'au 15 septembre, où nous reprendrons l'instruction des dossiers et le dépôt des dossiers de MaPrimeRénov'. Nous redéfinirons effectivement comment être plus régulier, plus rapide et plus sûr sur la lutte contre la fraude en déployant un travail conséquent avec le ministère du Budget, le ministère du Logement pour être au rendez-vous de plus d'exigences. Mais Madame la Présidente, nous serons au rendez-vous de ce sujet qui vous tient à cœur, qui tient à cœur de nos concitoyens et nous ferons tout pour que ça fonctionne comme il se doit dès la rentrée. Non mais la prochaine fois, je fais la prédit 30 secondes de dépassement de temps de parole. Hein. Parce que la dernière fois, on avait perdu. Mais... là, ça se serait vérifié 2 fois. L'Union centriste, donc les centristes qui ne sont pas macronistes. Ministre, quelle ne fut pas la désagréable surprise de nombreux maires ruraux lorsqu'ils ont reçu la notification de leurs ressources fiscales. Ah oui, on peut bourrer les urnes ici. Le fameux État 12,59. Et qu'ils ont découvert une baisse importante de leurs recettes fiscales par rapport à 2024, une baisse pouvant aller jusqu'à 6% de la recette fiscale totale de la commune. Oh putain. Alors même que les bases d'imposition ont été revalorisées à hauteur de 1,7%. Beaucoup d'entre eux ont saisi la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation
Et plusieurs sénateurs nous ont également alertés. Et je veux associer à cette question notre collègue Pierre-Antoine Levi, qui dispose d'exemples édifiants dans son département du Tarn-et-Garonne. L'explication est simple. Le gouvernement a inscrit dans la loi de finances pour 2025 une exonération supplémentaire de 10% de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, sans aucune compensation pour les collectivités, aucune compensation. Alors même que les ressources fiscales des plus petites communes rurales dépendent parfois à plus de 50% de leurs recettes de foncier non bâti, c'est du jamais vu. Toutes les exonérations, dégrèvements ou suppressions de fiscalité ont toujours été compensées au moment de leur adoption, tout gouvernement confondu. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause cette exonération qui bénéficie à nos agriculteurs et qu'il faut maintenir, mais de dénoncer une perte sèche pour les communes rurales, une injustice qu'il convient, à mon sens, de réparer. Dès lors, Monsieur le ministre, pourriez-vous envisager de corriger cette injustice pour les collectivités rurales les plus fragiles lors de l'examen de la loi de finances pour 2026 ? Je vous remercie. On est dans la chambre des territoires, hein, donc les petites communes, ça inquiète les sénateurs. C'est normal, hein, ce genre de questions. Monsieur Éric Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Delcros, vous me saisissez de ce sujet. D'autres de vos collègues l'ont fait, cher Jean-Baptiste Lemoyne, et le ministre m'en parlait aussi depuis ces derniers jours. Je vais vous répondre. D'abord, je veux rappeler qu'il y a eu beaucoup de mesures dans la loi de finances pour 2025 en faveur des agriculteurs, notamment ceux de votre beau département du Cantal, mais la loi s'applique évidemment à toute la nation, avec l'annulation de la hausse du gazole non routier, le renforcement de divers mécanismes de déduction, l'épargne de précaution, le stock de vaches, des exonérations sur le stock de vaches, de succession pour les viticulteurs et l'exonération de la taxe sur le foncier non bâti en faveur du secteur agricole qui effectivement j'ai bien entendu le stock de vaches de 20 à 30%. Alors vous le faites remarquer justement, et c'est le fruit des débats qui ont eu lieu dans les deux hémicycles, cette exonération qui fait l'objet depuis 2006 de compensation aux collectivités territoriales. À l'issue de ces débats, cette exonération n'a pas été ajustée pour tenir compte de l'augmentation à 30%. Nous prenons acte de ce que ça ne correspond pas, en tout cas à ce qu'était la volonté du gouvernement. Et donc, je prends l'engagement devant vous, sous le regard du Premier ministre, que dans le projet de loi 2026, on rétablisse cela, qui correspond effectivement à la volonté constante du législateur. Et je peux vous dire que la ministre des Comptes publics, qui ne peut pas être là cet après-midi, c'est pourquoi je vous réponds, sera à votre écoute pour préparer ce texte. Je vous remercie. Monsieur Delcros. Pour une fois, ça finit dans les temps. Je vous remercie, Monsieur le ministre, de cette réponse qui ouvre des perspectives au moment du vote du budget 2026. Je veux dire, c'est très important, notamment pour les petites communes rurales qui ont peu d'habitants et une grande superficie. Et donc, je pense que pour une première fois, c'était du jamais vu, je l'ai dit, ces 10% supplémentaires n'ont pas été compensés. Je pense qu'il faut qu'on le compense à minima pour les communes rurales les plus fragiles. Merci. La parole est à notre collègue Pascal Gruny pour le groupe Les Républicains. Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour les jeunes pompiers de mon département, pour leurs proches bien sûr, mais aussi pour l'ensemble des pompiers de la France. Alors, Madame la Ministre, dans son rapport annuel à paraître demain, le Conseil d'orientation des retraites tire à nouveau la sonnette d'alarme. Si rien n'est fait, le déficit de notre système de retraite va continuer de s'aggraver inexorablement. La réforme de 2023, que certains apprentis sorciers voudraient abroger, permettra tout juste de stabiliser le déficit entre 6 et 7 milliards d'euros jusqu'en 2030. Puis il s'envolera 15 milliards d'euros en 2035 et 30 milliards d'euros en 2045. Pour éviter la banqueroute, le corps propose plusieurs scénarios dont les conséquences sont bien connues. Le premier consiste à baisser les pensions de retraite. Nous nous y refusons pour le pouvoir d'achat des retraités. Le deuxième consiste à augmenter les cotisations versées par les employeurs et les salariés. Là encore, c'est impossible, ça pénaliserait les Français qui travaillent et ça fragiliserait nos entreprises. Le troisième consiste à reculer l'âge de départ à la retraite, comme tous les autres pays européens l'ont fait avant nous.
Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire clairement si vous êtes favorable au relèvement de l'âge de départ à la retraite au-delà de 64 ans? Êtes-vous favorable à l'introduction d'une dose de capitalisation pour compléter le sujet explosif. Le sujet explosif. Comptez-vous explorer d'autres pistes pour équilibrer le système, comme la lutte contre les fraudes ou encore la nécessité de stimuler l'emploi des jeunes et des seniors? Je vous remercie. Oh, je vais te stimuler, moi, tu vas voir. Pardon. D'ailleurs, petit addendum, on ne dit pas scénario, hein. On dit scénario, même au pluriel. Merci. Un scénario, des scénarios. Mesdames et messieurs les sénateurs et madame la sénatrice, chère Pascale Gruny, je m'abstiendrai de commentaires et d'interprétations sur les projections qui ont pu circuler dans la presse tous ces derniers jours. Elle tient son poste. Je vais rester en poste. Sur ces projections va être présenté aux partenaires sociaux demain et chacun pourra alors en prendre connaissance. Ce qui nous importe ici, ce sont des données consolidées, des constats qui sont partagés par des travaux publiés et qui sont rendus publics. C'est le cas notamment en ce qui concerne les constats du rapport qui a été rendu public par la Cour des comptes en début d'année à la demande du Premier ministre et qui pose un diagnostic absolument incontesté et qui décrit une trajectoire déficitaire préoccupante selon les termes mêmes de la Cour des comptes. Ce rapport a permis de poser les bases d'une démarche inédite, la délégation paritaire permanente sur les retraites, qui se réunit chaque semaine autour de 4 piliers: le rapport de la Cour des comptes, la lettre de mission du Premier ministre qui souhaite un retour à l'équilibre en 2030, une modélisation que les partenaires sociaux demandent régulièrement aux administrations, et puis, chose qui n'a peut-être pas été suffisamment soulignée, 4 objectifs partagés par les partenaires sociaux autour de la table: le retour à l'équilibre, la correction de certaines injustices, pénibilité, femmes, la gouvernance, qui peut y comprendre aussi la capitalisation, et puis l'effort partagé par tous. Ce cadre, il est connu, il est stable, il n'a pas changé. La phase de négociation proprement dite commence cet après-midi même, et je veux le redire ici même, nous faisons confiance aux partenaires sociaux. Le Premier ministre fait confiance aux partenaires sociaux, je fais confiance aux partenaires sociaux, et confiance dans leur capacité à trouver ensemble des voies de passage, des compromis de manière apaisée. Et comme s'est engagé le Premier ministre, s'il y a un accord, eh bien, il passera de nouveau ici même au Parlement, comme nous l'avons fait la semaine dernière pour l'examen des accords qui avaient été négociés par les partenaires sociaux sur des sujets qui avaient par ailleurs achoppé auparavant, l'assurance chômage et la question de l'emploi des seniors. Merci. Est-ce que le gazon est beau? Chers collègues. Merci. Merci pour cette réponse. Bien entendu, nous aussi, nous faisons confiance aux partenaires sociaux. Comment ça ? Mais il y a urgence à agir parce que nos jeunes, c'est pour eux aussi, parce qu'on pense plutôt aux retraités, mais ce sont nos jeunes qui disent sans arrêt qu'ils n'auront pas de retraite. Et je pense qu'ils ont besoin de perspectives. C'est très important d'assurer cet équilibre. Merci. Ouais, supprimons les retraites, comme ça, il n'y aura plus à y penser. Voilà. La parole à notre collègue Karine Daniel pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Allez, la dernière fois que les socialistes prennent la parole. Ministre, les centres communaux d'action sociale sont des acteurs de proximité essentiels, incarnant la solidarité concrète, accessible et républicaine. Les CCAS. Ils sont en première ligne face à la précarité, face à l'isolement. Au détour d'une proposition de loi, vous aviez prévu de rendre optionnels les CCAS dans les communes. Mais face à la mobilisation des élus que je salue et son écho médiatique, le gouvernement semble reculer. Ce recul est salutaire, mais aujourd'hui, nous vous interpellons sur la méthode. Des amendements gouvernementaux introduits au cours de propositions de loi sans concertation préalable, sans étude d'impact. Et comme un amendement peut en cacher un autre, hier soir, vous avez souhaité fragiliser les caisses des écoles, les conseils citoyens, par exemple. La mécanique est toujours la même. Sous couvert de simplification, vous opérez un processus de recentralisation rampante du pouvoir au détriment des acteurs locaux. À chaque fois, vous affaiblissez les structures de gouvernance locale partagées en écartant les habitants, les citoyens. Cette manière de procéder fragilise l'action publique et la rend illisible, instable et démobilise les acteurs économiques, les collectivités comme les associations. Les atermoiements récents du gouvernement sur MaPrimeRénov' en sont une fois encore l'illustration.
Procéder ainsi au fil des propositions de loi, sans vision globale, sans véritable évaluation, affaiblit profondément notre modèle social, démocratique et républicain. Monsieur le ministre, pouvez-vous confirmer aujourd'hui devant le Sénat que vous renoncez à rendre optionnels les CCAS dans les communes? Et surtout, êtes-vous prêt à construire avec les élus locaux, les associations, les citoyens, des politiques publiques sociales lisibles et partagées? Bon, question technique, mais qui est néanmoins intéressante. Monsieur Rebsamen, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Qu'est-ce qu'on fait pour les CCAS? Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Je voudrais rétablir la vérité et vous dire oui, parce qu'elle a menti. les choses tout à fait clairement. L'article 72 de la Constitution précise que les collectivités, notamment les communes, s'administrent librement. Or, nous sommes dans une phase où, à travers des lois de simplification, nous entendons redonner du pouvoir aux communes en décidant de les laisser choisir elles-mêmes ce qu'elles veulent faire. C'est cela la libre administration des communes, permettre de faire ce qu'elles veulent. Et il y a aujourd'hui à peu près 32 000 communes dans lesquelles les CCAS sont facultatifs. Est-ce que pour autant les communes ne s'occupent pas du social? Je ne le crois pas, parce que le cœur de l'action des communes, c'est de s'occuper justement du social. Et donc nous avions envisagé, jamais d'amendement n'a été déposé, contrairement à ce que vous avez dit. Voilà, elle a menti, comme d'habitude. Dans le cadre de débats sur la simplification avec des élus, nous avions envisagé de rendre facultatif, je dis bien rendre facultatif, et de redonner une liberté aux communes de choisir ou non leur mode de soutien au social. Devant ce qui était une mauvaise interprétation, à laquelle vous vous livrez d'ailleurs, je me permets de le dire ici, devant cette mauvaise interprétation, j'ai dit clairement les choses hier à l'Assemblée nationale. Vu que je ne voulais pas supprimer les CCAS, mais voulais rendre la liberté aux communes, et que vous ne voulez pas, eh bien, nous n'allons pas, bien sûr, prendre de mesures interdisant aux communes, mais elles le font librement, de choisir d'avoir des CCAS. À cet égard, le besoin de simplification se heurte... Remarquez comment il a détourné la question pour commencer à répondre que seulement maintenant. Se heurte à ce principe de libre administration des communes. Vous voulez en réalité contraindre les communes et non pas libérer les communes. Avec la simplification, c'est ce que nous voulons faire. Oh, le nombre d'arguments rhétoriques, enfin de procédés rhétoriques. Quand autant de personnes comprennent mal simultanément un message, c'est qu'il y a probablement aussi un petit problème d'émission de ce message. Par ailleurs, la liberté Formateur que je suis est aux tout à fait communes d'accord. pose à terme un vrai sujet d'équité, d'accès des citoyens et des citoyennes aux services publics sur tout notre territoire. Ou peut-être que l'intention initiale était celle qu'on avait compris. Collègue Jean-Claude Anglard pour le groupe Les Républicains. Les Républicains. Oh, pardon, j'ai lancé le chrono trop tôt, moi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la semaine dernière, lors de sa visite d'État, le président brésilien Lula a exhorté la France à soutenir l'accord signé en décembre 2024 par la Commission européenne et les pays du Mercosur. Selon lui, cet accord serait la meilleure réponse face au contexte incertain créé par le retour de l'unilatéralisme et du protectionnisme. C'est une réalité, la guerre tarifaire lancée au reste du monde par l'administration américaine rebat les cartes du commerce mondial. Mais il est aussi une autre réalité, indépendante des velléités du président Trump, et que nous répétons depuis des mois. L'accord actuel est une menace directe pour notre modèle agricole et alimentaire et pour nos agriculteurs. Face aux différentiels des normes entre les deux rives de l'Atlantique, face au gigantesque potentiel de production sud-américain et face aux faiblesses des différents régimes de contrôle, signer cet accord exposerait encore davantage nos producteurs à une concurrence déloyale et les consommateurs à un type d'alimentation que nous ne voulons pas. À plusieurs reprises, le Sénat a exprimé son opposition à l'accord Union européenne-Mercosur, notamment en raison de l'absence de clause miroir et de la méthode envisagée par la Commission européenne pour sa ratification.
Monsieur le ministre, il en va de la préservation de notre souveraineté alimentaire et du respect de la représentation nationale. Dès lors, pouvez-vous nous indiquer si le processus de révision de l'accord contient un protocole additionnel permettant d'avoir des clauses miroirs ou de sauvegarde? Quelles sont les actions entreprises par la France pour que les règles de ratification ne soient pas changées en cours de route? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le Mercosur? Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, c'est vrai que le regain de tension commerciale provoqué par la politique conduite outre-Atlantique. Et vous êtes pour ou contre le Mercosur? Je vais faire un sondage. Pour l'Union européenne de se doter d'une politique commerciale ambitieuse. Mais en aucun cas, les agriculteurs français ne doivent être les variables d'ajustement d'une telle politique. Et c'est pourquoi, comme nous l'avons dit à de nombreuses reprises, en nous appuyant sur les orientations très claires du Sénat comme de l'Assemblée nationale, que le gouvernement reste opposé à cet accord en l'état. Et d'ailleurs, puisque vous citez la visite du président brésilien, à cette occasion, le président de la République a rappelé que cet accord, tel qu'il a été négocié par la Commission européenne, soulève des risques significatifs pour les agriculteurs européens et certaines filières françaises. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à le dire. D'autres pays européens, l'Autriche, la Hongrie l'ont dit publiquement et d'autres n'en pensent pas moins. Par ailleurs, comme vous l'avez également rappelé, c'est aux États membres qu'il appartiendra de décider d'un accord ou non sur le Mercosur, et le Parlement européen devra lui aussi se prononcer sur l'adoption, et aujourd'hui, le compte n'y est pas. Alors, comme le président de la République l'a dit, la condition à laquelle notre position pourrait être évoluée, c'est ce protocole additionnel dont vous parlez, qui permettrait d'intégrer à la fois des clauses de sauvegarde qui viseraient à prévenir la déstabilisation de certaines filières en cas de perturbation des marchés, et des clauses miroirs qui viendraient... Ouais, je le fais sur ma chaîne, le référendum. ...un produit d'entrée sur le marché de l'Union européenne qui ne respecteraient pas nos normes. Et donc, sous l'autorité du Premier ministre, avec la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, avec les ministres délégués, Laurent Saint-Martin et Benjamin Haddad, c'est dans ce sens que nous œuvrons sans relâche. Monsieur Anglade. Oui, je sais, c'est pour ça que je dis, c'est sur ma chaîne en fait. Je n'ai qu'un mot, il faut tenir bon. Ah bah effectivement, c'était court. La parole est à notre collègue Else Joseph pour le groupe Les Républicains. Pour la dernière question d'aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, malgré les demandes répétées et variées, Taïwan reste exclu des assemblées de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi d'Interpol et de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Cette exclusion est incompréhensible. Elle ne repose sur aucun motif sérieux et crédible, mais seulement sur la loi du plus fort de la part d'un État qui n'en fait qu'à sa convenance. Cette exclusion est d'autant plus incompréhensible que Taïwan est un partenaire loyal et un pays prometteur. Une jeune démocratie avec des alternances et des élections sincères. Un pays en pointe dans des technologies qui répondent aux problèmes d'approvisionnement, comme c'est le cas en matière de semi-conducteurs. Un pays qui a brillamment surmonté la crise sanitaire par son expertise reconnue, qui a su sortir élégamment loin du feuilleton anxiogène qui l'a vu naître. Ouais. Visiblement, ça ne suffit pas pour être reconnu comme partenaire normal dans les relations internationales. La France a pourtant des liens forts avec Taïwan. Monsieur le ministre, le 14 janvier 2024, votre ministère avait déclaré que Taïwan est un partenaire important de l'Europe et de la France, notamment dans les domaines moins important que la Chine, finalement. Scientifique et technologique. Je prends au mot votre gouvernement. Je demande l'application d'une déclaration que vous n'avez pas reniée et qui correspond à la position de notre pays à l'heure où nous nous réjouissons que des entreprises taïwanaises choisissent la France pour investir dans notre pays, mais aussi l'application de la résolution votée ici le 6 mai 2021. Monsieur le ministre, cessons ces fausses pudeurs et rejetons ces chantages et ces mesquineries qui ne font pas honneur à notre diplomatie et notre souveraineté. Taïwan ne doit plus être rejeté des instances internationales pour des raisons obscures. S'inquiéter pour Taïwan, ce n'est pas se soucier d'une île ou d'une région, mais c'est se soucier de notre pays, de la liberté des mers et de l'équilibre du monde. Pourquoi tant d'hésitations de notre part pour que Taïwan soit intégré à ces instances? C'est un enjeu de sécurité mondiale. Et elle respecte le chrono. De l'Europe et des Affaires étrangères.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, la France soutient, dans le respect de sa politique d'une seule Chine, la participation de Taïwan aux travaux des organisations internationales lorsque leurs statuts le permettent et que c'est dans l'intérêt collectif de la communauté internationale. Le ministre de la Santé a rappelé notre soutien à la participation au retour de Taïwan aux travaux de l'Assemblée de l'OMS en tant qu'observateur dans son intervention lors de l'Assemblée mondiale de la santé le mois dernier. Et la France ne cesse de plaider pour un retour de Taïwan à l'OMS en tant qu'observateur. D'ailleurs, nous en faisons la demande officielle chaque année avec un certain nombre d'autres États par une lettre commune au directeur général de l'OMS. Le groupe de signataires est passé de 14 pays en 2020 à 27 en 2024. Merci. Ah bah c'est tout. Merci, monsieur le Premier Ah bah ministre. c'est fini. Mesdames et messieurs les ministres, notre prochaine séance de questions au gouvernement se tiendra le mercredi 18 juin, 15h. La semaine prochaine. Cette séance, à 14h, mes chers collègues, nous recevrons monsieur Ruslan Stefanchuk, président de la Rada d'Ukraine, qui prononcera un discours dans notre hémicycle. Je compte sur votre présence en nombre pour cette séance exceptionnelle. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h30 pour l'examen de la proposition de loi relative à la composition des conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. La séance est suspendue. Allez, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement côté Sénat. J'espère qu'il vous aura plu. Je l'ai trouvé intéressante, hein, comme d'habitude, surtout sur des questions, mine de rien, très techniques des sénateurs et sénatrices. Bon, par contre, François Bayrou, il m'a vraiment énervé là tout à l'heure. Et vraiment, il m'énerve de plus en plus. Plus le temps passe et plus il m'énerve, François Bayrou. Et pourtant, mon audience habituelle de Twitch m'en soit témoin. Je sors rarement de mes gonds. J'exprime bien souvent plus du rire que de la colère. Mais là, il m'a vraiment énervé. Mais bon, c'est comme ça. Je vais regarder un petit peu là, le référendum qu'on est en train de faire sur la chaîne. Ah oui, d'accord. Donc, pour l'instant, bon, YouTube, tu verras pas le résultat final parce que je vais clôturer la VOD avant. Mais là, sur le sondage pour ou contre le Mercosur, j'ai mis 3 propositions, pour, contre et ne se prononce pas. Nombre de voix pour, 0. Nombre de voix ne se prononce pas, 0. Nombre de voix contre, 6. J'ai une unanimité du contre le Mercosur dans le chat. Le chat entier fait greffe contre le Mercosur. Voilà, comme ça c'est dit. N'hésitez pas à me dire YouTube dans les commentaires si vous êtes pour ou contre le Mercosur et si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur par rapport au Mercosur à expliquer dans les commentaires. Je suis toujours preneur. Moi, j'aime bien avoir des arguments, que ce soit pour ou contre d'ailleurs. Voilà, d'avoir des arguments qui me permettent, moi, de réfléchir au sens plus large. Voilà. Je vais arrêter cette VOD YouTube et puis nous, on va se faire comme d'habitude le petit débrief post-QAG sur Twitch. Voilà, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures YouTube. Avant de partir, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Ça me fera très plaisir. Et puis ça alimentera l'algorithme pour que plus de personnes découvrent le format des QAG, s'intéressent aux questions d'actualité au gouvernement et ce qu'on peut en dire. Voilà. Et puis n'hésite pas à venir nous rejoindre sur Twitch. L'ambiance est sympa, on fait des sondages, on se fout de la gueule de Gérard Larcher. Bref, voilà, et de François Bayrou. Hein. Surtout de François Bayrou. Bref, allez, je m'arrête là YouTube. Des bisous, porte-toi bien et à bientôt.